Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Frédéric Deladerrière qui travaille chez Custax et Légal en tant que senior expert contrôle and domaine aéronautique, space, défense et digital. J'espère que j'ai bien prononcé. Tout à fait. Bonjour Frédéric. Bonjour Maria. Est-ce que du coup vous pouvez un petit peu nous raconter votre parcours, votre expérience avant d'arriver chez Custax, donc cabinet d'avocats que l'on connaît bien, et pourquoi du coup on vous reçoit aujourd'hui, quel est le lien avec les avocats, mais j'aimerais bien que vous commenciez par un petit flashback sur votre parcours académique. Alors flashback, moi je viens de Tarbes, en enfance au pied des Pyrénées. Geek informatique étant gamin, passionné d'astronomie, dès 16 ans l'opportunité de travailler au Pic du Midi dans un observatoire sur des télescopes, et puis de commencer à développer des logiciels informatiques qui ont été commercialisés. Là-dessus, un master en informatique, et puis assez vite une bifurcation sur le métier d'ingénieur. Donc je suis ingénieur aviation civile, diplômé de l'ENAC, l'école de la DGAC. Et un parcours très classique pour un ingénieur dans lequel on fait son stage dans une entreprise qui s'appelle à l'époque Matra Marconi Space, comme élève ingénieur, et qui m'embauche derrière. Et puis les années passant, l'entreprise va s'appeler ensuite Astrium et puis va finir par s'appeler aujourd'hui Airbus Defence and Space. Voilà. Donc Airbus Defence and Space, c'est l'entreprise la plus sensible de chez Airbus, avec évidemment tout ce qui est satellite, donc sonde spatiale, satellite militaire, satellite d'observation de la Terre, satellite de télécommunication, les avions militaires, MRTT A400M, et puis toute une partie que l'on connaît moins qui est liée au renseignement militaire, à l'imagerie spatiale, et plein de choses dont on n'a pas le droit de parler. Voilà. Ok, super intéressant. Et quel était votre rôle du coup là-bas ? Eh bien, en fait, donc, dans cette entreprise où j'ai passé 27 ans, j'ai fait un tiers de mon parcours en tant qu'ingénieur dans les études avancées, donc la fonction engineering, un tiers sur l'IT, donc l'informatique et la gouvernance des données, et puis un tiers sur la conformité réglementaire, le domaine contrôlé, pour finir comme directeur du contrôle des exportations et du domaine contrôlé de Airbus Defence and Space. Voilà. Donc mon parcours, au passage, l'entreprise m'a généreusement permis de faire un MBA en gestion de projet à l'Université de Vienne, voilà, qui est venu compléter tout ça. Donc le domaine contrôlé, c'est quelque chose qui aujourd'hui regroupe une dizaine de réglementations. Ces réglementations, elles vont couvrir évidemment le contrôle des exportations, mais aussi ce qu'on appelle l'instruction interministérielle 901, la loi spatiale image, tout un ensemble de réglementations qui vont de réglementations plutôt générales, comme le contrôle des exportations, qui vont présider aux échanges de biens physiques ou pas physiques, ce qu'on appelle des intangibles, que l'on va appeler des biens à double usage, des biens militaires, des matériels de guerre. Enfin, c'est des tas de noms un peu barbares qui sont un peu déviés dans leur sens tel qu'on peut les comprendre aujourd'hui, parce qu'un matériel de guerre, ça peut être du logiciel. C'est pas forcément un gros bazooka avec lequel on va aller terrasser des gens. Voilà, c'est ça. Donc, 10 réglementations compliquées d'un point de vue imbrication, c'est-à-dire compliquées d'un point de vue légal, juridique, et compliquées d'un point de vue technique et transposition dans la réalité de l'industrie. Okay. Donc en fait, le CEO d'Airbus, Defence and Space, est venu me chercher, moi comme ingénieur, pour prendre la tête d'une fonction qui historiquement est une fonction légale la plupart du temps dans les entreprises, parce qu'il y a un problème générique qui existe depuis très longtemps de dialogue entre les gens métiers et les gens du juridique. Donc dans le juridique, ce sont les juristes, la fonction légale, etc. etc. Puis le métier, c'est tous les métiers qui vont présider à l'entreprise, donc des métiers qui vont effectivement être pour la plupart des métiers techniques. Il y a aussi des métiers de production, il y a des métiers de la finance, etc. etc. Donc moi, ingénieur, mais aussi pompier, parce que j'avais historiquement créé et dirigé 2 programmes de rémédiation, l'un sur du classifié de défense, donc très sensible, et l'autre justement sur cette instruction interministérielle 901. Et la RGPD, la 901, ça couvre ce qu'on appelle diffusion restreinte spéciale France. Là aussi, c'est des classifications avec des noms qui ne veulent pas dire grand-chose comme ça, mais ce sont des mentions qui viennent protéger les documents, les informations, tout ce que l'entreprise et les entreprises françaises peuvent développer, avec un focus en particulier sur ce qu'on appelle le know-how, leur knowledge, leur savoir-faire, que l'État peut décider de protéger au titre de ce qu'on appelle le potentiel scientifique et technique de la nation, qui est quelque chose dans lequel donc, l'État va valoriser ça, mais en même temps imposer des règles de protection. Donc c'est ce juste équilibre, en fait, entre des réglementations qui vont venir
contraindre, mais dans une conformité, volonté de etc. protéger, dans une volonté de souveraineté de l'État, et puis évidemment les impératifs de la vie économique d'une entreprise qui doit faire son business, faire son argent, parce qu'elle est là pour ça. Voilà. Donc c'est l'arbitrage entre la partie métier et la partie conformité, juridique, etc. Exactement. Okay. Donc les programmes de rémédiation que j'ai pu mettre en branle, en fait, c'est des programmes assez conséquents. Donc ils étaient dédiés sur le périmètre d'Airbus Defence and Space. C'est 120 personnes, autant de prestataires, donc on tourne autour de 200 personnes pour 80 millions d'euros sur 3 ans. Donc c'est des gros projets de mise en conformité. Donc en fait, ça aussi, c'est pour dire que quand on parle d'une feuille blanche, être conforme, c'est vachement facile. Alors que quand on parle d'une entreprise de technologie, de haute technologie, ou pas du tout d'ailleurs, mais qui a sa pratique et dans laquelle tout est installé depuis des décennies, eh bien c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, d'adapter ça. Donc il faut faire de ces programmes-là des catalyseurs d'intégration industrielle, des catalyseurs de facilitation pour aller au-delà du coût, évidemment, de la conformité. Voilà. Cette conformité, chez Defence and Space, c'est 600, ce qu'on appelle système d'information. Alors, c'est à peu près 4000 applications, 4000 logiciels différents, rien qu'en France, qu'il a fallu mettre en conformité. Et ça, on les a mis en conformité, donc d'abord aux diffusions restreintes spéciales France, PPST, etc., etc. Ça a été un prérequis. Et ça, vous étiez en lead tout seul sur ce projet-là? Vous étiez une équipe composée de plusieurs ingénieurs? 120, donc forcément on a de tout. Hein. On a évidemment des gens de l'IT, de l'informatique, des gens du métier, des gens des juridiques. On a besoin de tout le monde, hein, parce qu'il faut aussi bien adresser des problématiques de qualité. Il y a des qualiticiens. Voilà. Donc on essaie de mettre en branle quelque chose qui va faire que l'entreprise va se porter mieux d'un point de vue de son fonctionnement intrinsèque, tout en étant conforme. Voilà. Et ça, c'est ça le vrai challenge sur lequel aujourd'hui on peut agir. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les réglementations du domaine contrôlé, l'export contrôlé en particulier, depuis 5-10 ans, elles ont pris le virage des intangibles. Alors, les intangibles, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est de la data, c'est un design détaillé, c'est une vue en 3D sur un ordinateur, c'est tout ce qu'on veut qui est immatériel. Si je prends l'image d'un bazooka, en un clic, je vais envoyer les plans détaillés du bazooka avec mon mail. Alors que les caisses de bazooka, bon, il va y avoir quand même un peu de logistique, il va y avoir les douanes, il va y avoir du transport, on va s'en rendre compte qu'on est en train de sortir du territoire national des bazookas. Alors que les intangibles, le risque est très très grand. Non pas que des gens veuillent faire mal, c'est que des gens, sans savoir, échangent de la donnée qui est contrôlée. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui va engager la responsabilité de l'entreprise en tant qu'employeur par rapport à ce qui se passe. Ça aussi, c'est quelque chose qui est effectivement important, c'est de comprendre que pendant très longtemps, dans l'esprit commun, il y a eu le fait qu'il y avait ce qu'on appelle les biens militaires et les biens à double usage, et le double usage, c'était moins critique. En fait, il n'y a pas de distinction au niveau des prescriptions de l'État en termes de sécurité informatique, de sécurité de manipulation, de sécurité physique. Il n'y en a pas. Il y a juste, effectivement, des mécanismes différents d'obtention des autorisations, mais dans l'absolu, ce sont des régimes de prohibition, comme on dit, c'est-à-dire des régimes qui visent à ne pas autoriser d'échanger si on n'a pas une autorisation en main, justement. Voilà. Donc chez Defence and Space, pour faire tourner tout ça, c'est une petite équipe de 24 personnes que j'avais, et que j'ai reconfiguré en totalité justement dans cette nouvelle perspective. Et donc on est parti d'une équipe dans laquelle il y avait majoritairement des juristes pour arriver à une équipe dans laquelle on a un tiers de juristes, un tiers d'ingénieurs métiers, alors ingénieurs, techniciens, enfin bref, c'est pas grave, des gens techniques, et un tiers de spécialistes d'informatique et de ce qu'on appelle la cybersécurité. Ok, et vous chapeautiez toute cette équipe? Et moi, je chapeautais cette équipe, voilà. Et c'est un métier qui a l'air quand même assez technique et complexe. Quelles sont les compétences à avoir, du coup, pour être brillant? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs facettes, quand même. Ça a l'air très divers et varié. Eh bien, en fait, c'est un métier dans lequel les trois visions vont converger et dans lesquelles, en fait, les deux autres vont apprendre de la troisième. Ça veut dire tout simplement que les juristes, les premières fois, ne sont pas forcément très à l'aise avec les notions de système d'information, de sécurité, etc. Oui, je me doute. Mais à force, en échangeant et en pratiquant, ils vont les adresser. De la même manière, les ingénieurs ne sont pas forcément les mieux placés pour aller relire des clauses contractuelles. Oui, mais bon, ils savent lire des specs, des spécifications de besoins, donc qui est quelque chose aussi d'un peu structuré, donc avec l'aide des juristes, et ainsi de suite. Donc à la fin,
on a ces 3 métiers, non pas qui fusionnent évidemment, mais qui vont se recouvrir les uns les autres de manière beaucoup plus efficace qu'au tout début. Et du coup, en fait, ils vont se solliciter uniquement quand il y aura des problématiques d'expertise très pointues. Et du coup, on arrive comme ça à une équipe dans laquelle on avait, non pas des silos, mais on avait 3 familles de personnes qui travaillent ensemble pour arriver au final dans quelque chose qui est une équipe intégrée, qui adresse des problèmes, et que quand il y en a un qui n'a pas le temps et qu'un autre qui est dans notre domaine prend la main, il saura dérouler une première partie des analyses et du support opérationnel au métier, et il saura donc à côté, effectivement, aller solliciter l'expertise plus pointue lorsqu'il y aura besoin. Oui, puis je suppose que c'est votre rôle aussi, du coup, d'uniformiser un petit peu les pratiques de ces... Évidemment, c'est uniformiser ça, mais c'est aussi, donc, alors, au-delà de l'équipe, évidemment, c'est institutionnaliser la conformité dans le quotidien de chacun, c'est faire que, comme M. Jourdain faisait de la prose sans s'en rendre compte, hein, les gens manipulent de la donnée contrôlée sans s'en rendre compte jusqu'à présent, et on va faire qu'ils s'en rendent compte, et on va faire qu'ils aient les bons mécanismes et les bons automatismes, et que ça ne vienne pas impacter, autant que faire se peut, leur productivité, leur métier tel qu'eux le conçoivent, et qu'on ne soit pas des empêcheurs de tourner en rond ou des gens qui n'arrêtent pas d'embêter avec des trucs, etc. Voilà. Donc la fonction, elle s'est réorganisée aussi autour de 3 piliers. Ces 3 piliers, ça va être d'abord un aspect réglementation, dans lequel on va comprendre la réglementation, la transposer en quelque chose d'intelligible pour que chacun dans l'entreprise comprenne à son niveau, dans son domaine, ce que ça veut dire. Oui, c'est un rôle un peu pédagogue, finalement. Pédagogie, voilà, exactement, de formation. On va avoir un deuxième pilier, qui est celui que le business aime le plus, c'est celui de business partner. C'est quand on aide à obtenir les autorisations, ce qu'on appelle les licences, quand on arrive à négocier les clauses avec les clients pour éviter les dommages en entreprise. Donc tout ça, ça va très bien. Puis le troisième pilier, là, c'est vraiment celui qu'ils n'aiment pas du tout, c'est le contrôle. Le contrôle, ça veut dire que la fonction export, elle rapporte tous les 6 mois, de manière semestrielle, à l'autorité, l'état de conformité de l'entreprise, qu'il soit bon ou pas bon, un peu comme le feraient des commissaires aux comptes, dans une division externe par rapport aux finances de l'entreprise, sauf que là, c'est un service interne. Et moi, quand j'étais chez Airbus Defence and Space, tous les 6 mois, j'engageais ma responsabilité au pénal sur la conformité ou non-conformité de l'entreprise, mais de sorte d'expliquer que la situation telle que je la décrivais était exacte. Voilà. Donc, cette expérience chez Defence and Space qui m'a permis aussi d'optimiser la fonction export, puisque à la fin, on traitait à peu près 18 000 appels téléphoniques par an, 15 000 mails, 6 500 demandes d'autorisation sur l'année, et on déposait à peu près 350 demandes de licence militaire, donc plus d'une par jour. C'est énorme. Le 3e déposant de France. Tout ça, c'est rentré dans un mode le plus automatisé possible, le plus efficace possible. Rationaliser les process. Voilà, exactement, histoire d'avoir de l'agilité. Voilà. Donc, pourquoi avoir quitté Airbus au final Vous avez passé 27 ans, c'est ça là-bas, vous m'avez dit 27 ans, voilà. Et donc, 27 ans qui sont conclus par un programme qui s'appelle ACE, donc Airbus Compliance Export, qui a mis la conformité sur 4 pays. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France, et avec 50 millions d'euros et 60 personnes, là aussi. Super projet. La conformité, ça coûte. C'est là, le lesson learned, c'est vraiment ça. Donc, pour avoir quitté Airbus, parce que Airbus, qui est une entreprise donc, très confortable, qui est internationale, avec une belle image, j'ai envie de faire une seconde partie de carrière d'une manière totalement différente, plutôt orientée à épauler les PME, les ETI, voire les startups, avec effectivement une passion naturelle pour les startups, ce qu'on appelle une New Space. New Space, c'est tout ce qui va tourner autour du spatial et qui est aujourd'hui, on le voit depuis les mouvements initiés de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui se dynamise beaucoup en Europe. Rien qu'en France, on a 450 startups dans le New Space. Je ne connais pas du tout ce secteur-là. Ce sont ceux qui sont en train de faire des satellites compacts, moins chers, avec des technologies peut-être différentes, des approches différentes. Ce sont ceux qui sont en train de développer des lanceurs, les futurs concurrents de SpaceX probablement, enfin on peut l'espérer, et ainsi de suite. Voilà. Donc un nouveau marché qui se développe, peut-être un peu plus low cost, justement. Alors il est low cost dans la finalité de pouvoir offrir à des gens qui ne pouvaient pas s'acheter un satellite, effectivement, des moyens qu'ils ne pouvaient pas adresser. Juste pour la petite histoire, un satellite de télécommunication, ça vaut entre 250 et 300 millions de dollars. Ah oui. Un satellite d'observation de la Terre, ça vaut ça dépend, mais pour les plus performants, entre 800 millions et 1 milliard.
Et une sonde spatiale, comme J'avais pas cette JUICE, notion d'échelle, mais on peut l'envoyer sur Jupiter, ça vaut 1,5 milliard. Voilà. Et ça rentre dans cette pièce. Et donc ces entreprises commencent à développer, pour des coûts un petit peu moins élevés, mais tout aussi qualitatifs, des outils qui, à destination... Des micros ou des nanosatellites, on parle, donc des satellites qui vont de 10 kg jusqu'à 250 kg, alors qu'un satellite de télécommunication de nos jours, ça fait 4 à 5 tonnes. Donc des gammes de satellites plus petits aujourd'hui, mais évidemment, on peut leur souhaiter de demain de devenir des égaux d'Airbus ou de Thales Alenia Space, puisque la France a quand même les 2 plus principaux fabricants de satellites en Europe et peut s'enorgueillir donc d'être aussi le premier pays en termes de start-up sur le domaine spatial, donc ce qu'on appelle le New Space. Et du coup, ces petites start-up sont très réglementées, je suppose. Alors, elles sont autant réglementées, mais aujourd'hui, c'est normal, ce sont des gens qui font de la technique, parce que ils sont en train d'inventer des produits, ils sont en train de chercher comment conquérir de nouveaux marchés, créer de nouveaux marchés, parce que les besoins existent, mais ils n'étaient pas forcément évidents pour leurs clients. Bien sûr. Voilà. Et évidemment, ils ont oublié tout le volet réglementaire, parce que ça embête tout le monde. Et l'État, bien qu'il soit bienveillant vis-à-vis de ce domaine-là, il est souverain et il réglemente le domaine spatial en particulier, tout comme le domaine aéronautique d'ailleurs, et d'autres domaines très sensibles comme le militaire et la défense. Mais voilà, il y a des règles et il faut les suivre. Alors, l'idée a été de rejoindre quelque chose qui était déjà en place, et c'est Custax & Legal, qui est depuis bientôt 35 ans le premier cabinet sur le domaine du contrôle des exportations, douane et d'autres domaines. Donc moi, je les ai rejoints depuis 3 semaines. Et c'est le premier cabinet aussi, historiquement, qui mixe des avocats et des ingénieurs, ou de manière plus générale, des juristes et des techniciens. Alors pourquoi ? Parce que justement, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est une combinaison des deux. On va retrouver un peu l'image de ce que j'avais pu mettre chez Airbus, parce que dans les ingénieurs, on va trouver qui sont des informaticiens, puis d'autres qui sont plutôt métiers, qui vont venir effectivement se combiner. Et l'idée va être de développer, de lancer, au travers de Custax & Legal, une offre très spécifique sur la partie New Space, d'une part, et deuxièmement, de manière plus générale, sur la gestion des intangibles, la fameuse gestion de ces informations, de ces données, de ces systèmes d'information, dans les entreprises, alors là, quelles qu'elles soient, évidemment, puisqu'il y en a un peu partout, de la donnée, liée à la digitalisation qui est galopante de partout. Et puis, les acteurs du spatial, les épauler effectivement très spécifiquement de par une relation forte que je peux avoir aujourd'hui avec le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui est l'autorité tout en haut qui va chapeauter le domaine contrôle et export, dont le Bureau des affaires spatiales en particulier. Alors ça, ils ne sont pas très connus, mais voilà, on voit très bien ce qu'ils font. Et aussi, donc, relation que j'ai depuis longtemps avec la DGA et l'ANSSI. Donc, contribuer à aider les entreprises françaises, plutôt encore une fois de type PME, ETI, start-up, mais évidemment à la demande qui a besoin, au travers de Custax & Legal, et dans un partenariat très clairement affiché avec l'État, de sorte de pouvoir en amont et en avance de phase de ce que l'État lui va aller contrôler plus tard en tant qu'autorité de contrôle, que tout soit aux normes, et voilà, et que chaque entreprise ait compris là-dessus. Voilà. Et si Custax recrute des ingénieurs, c'est parce que techniquement parlant, ils n'ont pas forcément conscience de tout ce qui peut ressortir en termes de conformité après via l'État ? C'est-à-dire qu'en fait, la conformité réglementaire, ce n'est pas uniquement une conformité à des textes qui vont adresser des aspects juridiques. Oui, voilà. Il y a la conformité au contrôle des exportations, c'est une conformité aussi technique et technologique. On doit implanter tout ce qui est digital, informatique, etc., en suivant des règles qui sont fixées par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. La DGA elle-même, au travers donc, de ce qu'on appelle la DGA MI, qui est donc le département de la partie informatique, elle émet aussi des avis techniques. Donc, il vient de contrôler tout ça. Mais d'autre part, la plupart des entreprises qui sont soumises au contrôle des exportations, elles conçoivent et fabriquent ce qu'on appelle des biens, qui sont tangibles ou intangibles, qui sont physiques ou qui sont immatériels, comme du logiciel, dont la définition va être technique. Et le législateur a défini des familles et des catégories pour classer tout ça, qui sont très précises et qui vont aller sur, par exemple, la précession d'un gyroscope
ou le couple en newton-mètre d'un accélérateur. Donc, ce sont des définitions techniques et technologiques, de laquelle on comprend bien qu'il faut un peu de tout pour arriver à mener l'analyse, et pas uniquement, purement, effectivement, juridique ou légal au sens strict du terme. Donc si j'ai bien compris, votre rôle va reprendre un petit peu ce que vous avez fait chez Airbus, dans le sens de harmoniser la partie ingénieur et la partie juriste pour Custax, c'est ça? Exactement, et de mettre ça à disposition des entreprises pour elles-mêmes, suivant leur taille évidemment, ou les aider à se structurer, à s'organiser par rapport à ça, bien sûr, ou alors les épauler parce qu'elles ne sont pas à taille critique, et c'est effectivement, on va trouver des startups qui aujourd'hui font moins de 50 personnes. Bien sûr, Après, évidemment, quand on a des ETI de 500 ou 1500 personnes, là c'est différent, elles peuvent se structurer différemment. Voilà. Donc, ça va être un axe fort, et ayant contribué en particulier aux côtés du SGDSN à la rédaction de ce qu'on appelle le guide de gestion des intangibles contrôlés, qui sont des grands principes. J'ai aussi mis en place chez Defense and Space la première solution de cloud qui a été labellisée Secnum Cloud, mais pour faire ce qu'on appelle du cloud computing. Alors sans rentrer dans le détail, c'est du cloud pour faire du calcul et non pas pour stocker uniquement de l'information. Et technique. Et super initial, de fait, comme j'avais amené mon précédente entreprise, donc Airbus, à devenir pilote sur tout ça, et bien du coup, effectivement, ça m'a permis de prendre, non pas de l'avance, mais d'avoir un peu essuyé les plâtres, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, et de pouvoir permettre d'aller plus vite dans installer la conformité au quotidien, avec ces notions d'efficacité justement dans l'entreprise. Voilà. Donc, spatial ou contrôlé militaire, c'est impossible pour un avocat seul, c'est impossible pour un ingénieur tout seul, évidemment. Derrière tous ces classements, on va trouver des exigences aussi en termes de sécurisation, avec ce qu'on appelle des PASI, des plans d'assurance sécurité de l'information, des plans de sûreté pour ce qui va être les campagnes de tir. La loi spatiale sur les images, c'est quelque chose d'assez technique et de technologique. Et donc, comme on le parlait tout à l'heure, évidemment, la caractérisation de ce qu'on appelle le classement. C'est comment est-ce que je fais pour savoir si tel gyroscope, il est dans telle ou telle famille, ou tel bazooka, au travers de ces caractéristiques qui sont là-dessus. Ce qu'on va essayer d'amener aussi, c'est du support dans les phases amont, dans la définition des projets, avec ce qu'on appelle les stratégies de licence. Stratégie de licence, c'est quoi? C'est tout simplement aider un projet qui va se mettre en place, qui a le choix entre deux fournisseurs, entre deux équipements de même performance, mais dont l'un va coûter moins cher que l'autre, peut-être. C'est aider à comparer? Les aider à comparer non pas le prix, mais l'impact des réglementations liées aux fournisseurs. Évidemment, si vous avez un fournisseur américain et un fournisseur français, ça ne va pas être la même chose en termes de dépendance aux réglementations. Donc des fois, c'est peut-être l'américain qui va être moins cher que le français, mais le coût est largement compensé par le moindre risque que l'on va avoir à travailler avec un fournisseur national, dès lors qu'effectivement il satisfait aux exigences techniques que l'on va avoir pour c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. C'est quelque chose auquel on ne pense pas effectivement forcément, et donc le prix de la dépendance réglementaire, c'est quelque chose qui est important. Encore une fois, le contrôle des exportations, c'est donc ce régime de prohibition, mais qui est surtout une arme de géopolitique. Ça sert à un État à dire à qui j'autorise de vendre quoi, à qui j'autorise de livrer quoi, dans quelles conditions, parce que associé aux autorisations, il va y avoir des conditions. Ces conditions-là, en plus, elles sont très souvent classifiées de défense, pour tout ce qui est le militaire, donc c'est ce qu'on appelle du secret. Il y a plein de choses à comprendre dans ces conditions-là. Et là aussi, on va avoir une combinaison de juristes et techniques. Mais il y a un gros travail de veille réglementaire que vous devez faire, parce que ça doit régulièrement changer finalement, non? Alors, heureusement, le législateur, il ne change pas trop souvent. Ce n'est pas comme des articles de loi que mes collègues avocats doivent suivre régulièrement. Non, là, on est sur des évolutions qui se font de manière plus progressive, dans lesquelles l'essentiel de l'évolution, c'est plutôt d'adapter la réglementation aux technologies. C'est-à-dire que typiquement, les industriels inventent des solutions techniques et le législateur ne les connaît pas encore et donc n'a pas émis de classement dessus, ne sait pas dire ça je veux vraiment être sûr que ça passe par mes autorisations, ou ça c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Donc c'est un peu tout ça aussi, et ça c'est aussi un rôle très important qu'ont toutes les entreprises, c'est de lever le doigt et de revenir vers l'autorité lorsqu'elles ont inventé quelque chose d'un peu trop innovant par rapport à ce que la réglementation a prévu aujourd'hui, pour être certaines d'être couvertes comme il faut, et non pas de se retrouver des années plus tard
entre guillemets, mises en difficulté parce qu'elles n'auraient pas anticipé le fait que ce qu'elles avaient inventé, ça pouvait intéresser l'État en termes de restrictions de diffusion, de distribution, de réutilisation. Et ça, c'est à leur propre initiative, et vous avez un travail aussi de sensibilisation à ce niveau-là ? Exactement. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est aussi que les automatismes se créent dans l'entreprise à différents niveaux. On ne va pas adresser le top management de la même manière que les gens qui sont en train de faire de la R&D, de la R&T. Donc les gens qui sont top managers, on va leur expliquer quels sont les risques encourus. Les risques encourus, c'est pas compliqué. Sur le classifié de défense, on a 50% de remise dans le domaine contrôlé. C'est-à-dire que c'est pas 10 ans de prison, c'est 5 ans. Voilà. Wow. Et les amendes, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ce sont quand même, si vous voulez, des ordres de grandeur qui sont très importants. Oui. Je vous disais que les conditions associées aux licences, elles sont classifiées de défense elles-mêmes. Ça veut dire que quand même que c'est quelque chose qui est sensible. Hein, voilà. Donc, on va adresser plutôt cette partie-là. Et il y a le général à tournée américain qui avait dit vous trouvez la conformité chère, essayez la non-conformité. Oui. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire comprendre quand même au top management. Alors que quelqu'un qui est en train de faire de la R&D sur de l'optique, il faut juste lui expliquer ça veut dire quoi dans son domaine de l'optique. Ça sert à rien d'aller lui faire des formations sur des tas de réglementations dont il n'a pas besoin. Donc en fait, on va avoir les deux extrêmes entre quelque chose de assez haut niveau qui a une prise de conscience des impératifs et des risques encourus par l'entreprise à qu'est-ce que je dois faire dans mon quotidien. Finalement, c'est anticipation, sensibilisation, pédagogie, accompagnement long terme. En fait, voilà, tout à fait. Et la conformité, elle s'articule autour de 5 grands piliers, des piliers qu'on a définis au sein de mon équipe et qui ont été, on est très fiers, repris au niveau de l'État. Ces 5 piliers de conformité, le premier, c'est caractériser, classer, marquer. Ça veut dire, j'ai une information, j'ai un bien, quelle réglementation s'applique dessus. Si ce sont des réglementations Explorer, elles vont supposer que l'on fasse la classification, que l'on mette un petit code qui va référencer tout ça. Et marquer, ça veut dire que effectivement, je vais ou physiquement marquer avec un joli tampon, ou alors je vais mettre un tag électronique sur mon mail ou dans mon design 3D, dans mon système type CATIA, pour marquer tout ça. Le deuxième pilier, c'est autorisation-déclaration. J'ai besoin de demander des autorisations pour faire, ou j'ai juste besoin de déclarer ce que j'ai fait a posteriori. Troisième pilier, ça va être authentification, gestion des accès. Le contrôle des exportations, c'est ce qu'on appelle le besoin d'en connaître qui s'applique. Ne peuvent accéder à quelque chose de contrôlé, et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à concevoir pour ce qui est informatique que les personnes qui ont le besoin d'y accéder, dont on peut justifier. Et il faut authentifier ces personnes-là. Quatrième pilier, c'est architecture, sécurité. Tout l'environnement informatique de l'entreprise et l'environnement physique, ce sont des biens qui vont amener des exigences très très fortes. Et c'est ça aussi qui est un peu oublié. C'est-à-dire qu'on va focaliser très très vite sur des choses qui sont importantes pour l'entreprise, pour son business. On va focaliser sur des choses qui sont peut-être liées aux diffusions restreintes spéciales France parce que c'est un peu plus connu. Et on va oublier le domaine contrôlé. Alors que c'est celui qui est quand même le plus contraignant juste derrière le classifié de défense. Voilà. Dernier pilier, traçabilité, imputabilité. Ça veut dire que je sais qui a accédé à quoi. Et tous les 6 mois, je sais rapporter qui a accédé à quoi. Et cette information de qui a accédé à quoi, le législateur, il m'impose de la conserver pendant 10 ans. Donc je sais remonter 10 ans en arrière. Parce qu'il y a des contrôles qui viennent régulièrement. Ça s'appelle le contrôle a posteriori, qui est mené par la DGA pour ce qui est du contrôlé militaire, et qui peut vous demander, qui peut demander à l'entreprise, alors il y a 10 ans, qui a accédé au design détaillé de votre bazooka et qui a amené à ce qu'il y ait eu une fuite d'informations, etc. etc. Donc, et 10 ans en arrière, c'était autant réglementaire. Tout à fait. Et en fait, ces règles-là n'étaient pas vraiment bien comprises dans leur application. Donc, aujourd'hui, il faut effectivement anticiper tout ça. Voilà. Donc, tous ces sujets-là, avec Custax, mais avec bien d'autres, évidemment, on va travailler ensemble pour essayer de faire que les entreprises, ça ne soit pas une peine pour elles de se lancer là-dedans, qu'on le fasse de la manière la plus appropriée, parce que ça ne sert à rien de mourir conforme. Je veux dire, on ne va pas couler les entreprises pour qu'elles soient conformes non plus, donc il faut les accompagner dans une démarche dans laquelle, typiquement,
on s'est montré un plan de mise en conformité à un horizon moyen terme qui serait acceptable par les autorités en cas de contrôle, pour montrer que tout est lancé pour et que c'est en train de se mettre en place. Voilà. Et non pas, effectivement, il faut impérativement, dans les 3 mois, être conforme. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est... Voilà. Donc on va avoir une approche très méthodique. On a développé chez Custax une méthodologie qui permet de faire des audits de conformité et réglementaires et techniques de manière très efficace et rapide, et qui donc permettent de déterminer très très vite des axes d'amélioration et d'avoir derrière un plan de rémédiation, mais qui soit bien au-delà de ce que l'on peut trouver aujourd'hui de manière assez standard dans certaines méthodologies, et d'avoir quelque chose qui est vraiment orienté au périmètre de l'entreprise dans son contexte. Sur mesure. Sur mesure, voilà, c'est ça, et de manière efficace. Très clair. Et quel est pour vous, du coup, pour nos amis auditeurs, avocats qui nous écoutent, le vrai challenge dans les cabinets d'avocats au niveau de technique ? On va évoquer, c'est qu'aujourd'hui, ces réglementations que sont le contrôle des exportations, qui étaient très souvent mises en parallèle de l'aspect douane, et encore une fois, pour rappel, les douanes n'adressent que la partie physique, de manière générale, sans rentrer plus dans les détails. Il y a un volet énorme qui est le digital, qui est en train d'exploser de partout, et dans lequel tout le monde court un peu entre le législateur à définir les bonnes réglementations, les entreprises à essayer de se mettre en conformité, etc. Et puis à côté de ça, il y a une offre commerciale de fournisseurs, par exemple, de cloud, qui amène des grandes problématiques. Donc, tous ces sujets-là, les cabinets d'avocats, effectivement, doivent en prendre conscience. Alors, moi, je m'exprime sur le domaine du contrôle, mais de manière plus générale, au-delà, donc, encore une fois, de ce qui étaient les procédures, les autorisations, le déroulé normal que l'on pouvait avoir, eh bien, on a un très gros volet technique et technologique qui va tourner autour du digital. Le cloud, pour être conforme, c'est très compliqué. Google, Amazon, Azure, c'est pas conforme. Il y a des solutions pour être conforme par rapport à ça, pour prévenir la réglementation américaine qui est très bien ficelée pour le coup avec ce qu'on appelle le Patriot Act, le Cloud Act et le FISA qui est un peu moins connu, qui est le Foreign Investigation Security Act. On peut arriver à se mettre conforme en France par rapport à tout ça, et c'est quelque chose sur lequel la partie ingé va aider. Bon, à l'inverse, un contrat spatial, par exemple, c'est 200 pages, et un tiers, c'est de l'export, et là, effectivement, les juristes vont être bien plus à même pour définir typiquement des clausiers, et ainsi de suite. Voilà. Donc, cette mixité, en fait, elle est très bienvenue, intellectuellement, elle est très enrichissante, et puis elle permet aussi assez souvent de passer par le technicien pour aller vers les équipes techniques dans les entreprises, pour avoir des formulations beaucoup plus dans le domaine cible de l'entreprise. Si on est dans l'industrie de défense, on ne va pas exactement adresser la problématique de la même manière que si on est dans la chimie ou dans la pétrochimie. Donc on va comme ça effectivement avoir une approche qui va être un peu plus ad hoc, un peu plus adaptée au contexte. Voilà. Super intéressant. Et comment est-ce que vous envisagez du coup, c'est fraîchement que vous avez rejoint Custax, comment est-ce que vous envisagez la suite, la structuration un petit peu de cette nouvelle la structuration, c'est bâtir, continuer de bâtir cette offre qui va amener l'aspect technique, technologique et l'aspect juridique, législatif avec mes collègues avocats, et dérouler ça effectivement suivant la taille des différentes entreprises clientes qu'on va pouvoir avoir, et développer tout ça. Et les aider encore une fois, je pense, dans leur relation à l'autorité, parce que je pense que on a la chance en France d'avoir des autorités qui acceptent d'avoir des vecteurs de facilitation pour interfacer avec elles, pour éviter plutôt d'avoir un guichet unique qui vient s'encombrer. Et donc on voudrait être plutôt porteur de ces demandes-là et de ces échanges-là vers l'autorité pour essayer de capitaliser, de concentrer par rapport à ça. Et je pense que là, il y a aussi effectivement de la place pour tout le monde, et c'est quelque chose effectivement qui va amener beaucoup de simplification dans la mise en place opérationnelle de la conformité dans les entreprises. Ok, écoutez, je serais ravie moi de vous recevoir d'ici même quelques mois pour savoir un petit peu plus comment se passe votre aventure chez Custax. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous aimeriez rajouter pour terminer ? Un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou...
Je pense que la notion de service aux autres, c'est le service aux entreprises pour être conformes et le service à l'État d'aider ces entreprises à être conformes. Et c'est là le rôle des équipes conjointes, avocats, juristes, ingénieurs et techniciens au sens large. Ok. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie Frédéric, c'était super intéressant. Merci. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses, c'était très technique, mais finalement très clair aussi. Donc je pense qu'on ressent bien votre rôle pédagogue derrière tout ça. Et j'étais ravie de vous recevoir. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Maria, merci. Au revoir.